Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle avant-première, nouveau rendez-vous de l'Unipop Art, Littérature et Cinéma. Une Unipop ce soir consacrée au cinéma, vous le savez, avec cette avant-première du film Leurs enfants après eux. C'est un film qui sortira le 4 décembre prochain et je ne saurais commencer cette soirée sans remercier la société de distribution Warner qui nous permet de faire cette soirée. Et sa directrice des ventes est avec nous ce soir, elle nous a fait l'amitié d'accompagner le film, Christine Abadier, je la remercie chaleureusement. Et puis également le producteur du film nous accompagne ce soir aussi, la société Trésor Film, prestigieuse société de Alain Attal, vous connaissez peut-être cette société, qui est une des sociétés qui a produit le film. Mais tout de suite, je vous remercie d'accueillir Ludovic et Zoran Boukerma, les deux réalisateurs du film. Bonsoir. Bonsoir à tous. Accompagné de Saïd El Alami, un des comédiens du film qui interprète un des principaux rôles. Voilà, bienvenue. Bonsoir à tous. Déjà, merci à tous d'être là ce soir. Merci au cinéma Jean Eustache de nous recevoir. On est vraiment ravis d'être là. Alors c'est une séance un peu particulière pour nous parce qu'il y a plein de Boukerma dans la salle ce soir qui sont venus nous voir et ça nous fait toujours très plaisir de leur montrer nos films. Coucou. La famille est là, c'est super. Alors Ludovic et Zoran Boukerma, vous aviez peut-être vu L'année du requin en 2022, qu'on avait sorti à Pessac et qui a été très prisé dans la région puisqu'il avait été tourné sur le bassin d'Arcachon. Et puis on avait beaucoup aimé en 2020 le film Teddy avec Anthony Bajon, un film, une comédie horrifique autour d'un loup-garou qui avait été sélectionné au Festival de Cannes en compétition officielle. Et puis le film que vous allez découvrir ce soir était sélectionné au Festival de Venise, auquel Paul Kircher, le jeune acteur, a eu le prix Mastroianni du meilleur espoir. Voilà. Alors, est-ce que peut-être pour introduire le film, je sais que en général vous n'aimez pas beaucoup parler avant le film, c'est bien normal. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu c'est la première fois que vous faites un film qui est une adaptation, que c'est pas un scénario original. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce livre, cette adaptation de Nicolas Mathieu, comment vous êtes arrivé à ce projet-là et qu'est-ce qui dans cette histoire vous a intéressé au départ? En fait, tout a commencé avec Gilles Lelouch qui nous a proposé de le rencontrer début 2022 à l'origine pour écrire une adaptation du bouquin de Nicolas Mathieu en série. Donc ça, c'est ce qui était prévu à l'origine. Avec Zoran, on n'avait jamais pensé faire une adaptation avant, parce qu'on n'avait fait que des scénarios originaux. Et je crois qu'on est vraiment tombé amoureux du livre. Je crois qu'on s'est vraiment tellement reconnu dans la France qui est décrite dans le livre, qu'on a eu l'impression de pouvoir peut-être faire notre film le plus personnel, alors que c'est pas nos mots à nous à l'origine. Et Gilles Lelouch ensuite s'est beaucoup concentré sur L'amour ouf, qui devait tourner peu de temps après. Et donc c'est devenu notre prochain long métrage. Voilà, donc on s'est mis à l'écriture du scénario tous les deux. Et avec l'idée d'inclure Gilles évidemment dans le film et qui joue le personnage de Patrick. Voilà. Je crois que ce qui nous a beaucoup plu aussi dans le roman de Nicolas Mathieu, c'est que c'est à la fois un grand livre social et en même temps c'est un livre qui est très accessible et qui est très, très grand public dans son écriture. Et c'est vraiment ce que nous, on a eu à cœur de restituer dans le film, c'est vraiment cet aspect-là, d'essayer de faire quelque chose qui soit à la fois une fresque sociale et en même temps un film qui soit accessible au plus grand nombre. Et Saïd, juste, vous aviez lu le livre avant de participer au film? Oui, bonjour. Je l'avais lu en 2020-2021, ouais. On en avait beaucoup parlé. Et voilà. Bon, on va découvrir le film tout de suite et puis on se retrouve tout à l'heure pour parler de tout ça. Bonne séance. Très bonne projection. Bon film, merci à tous. Merci beaucoup, à tout à l'heure. On va vous laisser reprendre vos esprits parce que ce film brasse beaucoup de choses. Et donc, je vais commencer par poser quelques questions. Et bien entendu, on prendra vos questions et vos réactions. Alors, Ludovic et Zoran, bravo déjà pour ce film magnifique. On parlait tout à l'heure de comment le projet était arrivé jusqu'à vous. C'est un roman d'apprentissage, le livre de Nicolas Mathieu. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de comment vous avez envisagé cette adaptation? Comment est-ce que vous avez abordé Alors, le livre était déjà, je crois, chapitré en 4 étés, comme ça? Oui. Comment est-ce que vous avez abordé ça?
Je crois que l'avantage déjà, c'est que le livre de Nicolas Mathieu était très cinématographique dans son écriture, donc c'est vrai qu'il reprenait déjà un peu, complètement même cette architecture des 4 étés, comme ça, donc avec des ellipses de 2 ans à chaque fois. Donc ça, on l'a gardé. Peut-être la différence, c'est que dans le roman, il y a un peu une double temporalité où il y a à la fois le temps présent, donc des 4 étés, et il y a aussi un peu des passages qui sont rapportés en fait entre les étés. Il y a un moment où Hassine va au Maroc notamment, un moment où on voit aussi Steph à Paris dans ses études, etc. Et c'est vrai que nous on s'est concentré vraiment sur le temps présent. Et je crois que ce qu'on retient nous du roman, c'est un peu ce triangle en fait entre ces 3 personnages, entre Anthony, Hassine et Stéphanie, et un peu peut-être l'idée que l'histoire raconte vraiment un peu la transition du personnage qui va comprendre. En fait, au début, il y a une opposition entre lui et Hassine, et son antagoniste, c'est le personnage de Hassine. Et à mesure que le film avance, en fait, finalement, il se réconcilie en fait, à la fin, et il comprend que le personnage avec qui il est fondamentalement irréconciliable, c'est le personnage de Steph, qui, elle, a grandi dans un milieu plus bourgeois que le sien, et donc va partir, faire des études, etc. Et finalement, celui qui croyait être son ennemi, Hassine, en fait, est exactement comme lui, en fait, parce qu'il va rester dans cette vallée et avoir une vie similaire à la sienne. Et c'est un peu ce que nous on a retenu du livre, et c'est ce qu'on a retranscrit dans le film. Et vous avez décidé de rester à l'intérieur de la ville et de pas du tout vous préoccuper d'un ailleurs pour les personnages. Ça faisait partie aussi de l'aspect. Au cœur du film, il y a quand même le déterminisme social. Qui est très important. C'était aussi pour suggérer ça que vous avez concentré vos personnages dans cette ville. Ouais, c'était pour créer un sens d'enfermement. Ouais. Je crois que nous, c'est aussi peut-être un truc qu'on a vécu en partant peu en vacances quand on était petits. Je crois qu'on avait quand même l'idée que les gens autour de nous partaient et nous racontaient. Et nous, on était toujours dans notre village, quoi. On voyait. C'est qu'on voulait créer un truc un peu un truc d'enfermement pour les personnages, et en même temps et d'ennui aussi. Ouais, bien sûr, aussi d'ennui, mais après, sachant qu'il y a une espèce de glissement, parce qu'à la fin, c'est quand même le film parle un peu de la. Voilà Saïd. Saïd. Voilà Saïd. Non, c'est vrai qu'il y a un truc un peu double, en tout cas, c'est qu'on parle à la fois de la perte des illusions, comment en grandissant on se défait de ces illusions, mais en même temps il y a un truc qui est positif dans le sens où appartenir quelque part, être quelque part chez soi et avoir des racines, c'est aussi quelque chose de positif. Donc voilà, c'est la vallée est presque un personnage dans ce sens-là aussi, quoi. Et le film, Ah oui, pardon. Le film a des thématiques sociales, sociétales, je le disais, de déterminisme social. Vous auriez pu faire un film peut-être plus âpre ou plus cinéma d'auteur, social, sans caricaturer, mais je veux dire, vous avez choisi. Comment vous avez envie. Pouvez-vous nous parler de la mise en forme que vous aviez envisagée pour le film ? C'est vrai que c'est un peu une des questions qu'on s'est posées à la lecture du livre. Bon, le livre, il est quand même par ailleurs très généreux, donc on a eu quand même envie d'aller vers quelque chose de plus généreux au niveau de la mise en scène. Mais c'est vrai que quand on lit, il y a quand même c'est un peu une sorte de 21e Rougon-Macquart, on a l'impression, donc il y a un truc très naturaliste. Et je crois qu'on n'avait pas forcément envie d'aller là-dedans, peut-être parce que c'est un film qui parle de la France, qui parle des gens. Et je crois qu'on avait envie que formellement ce soit un film qui laisse pas sur le bord de la route les gens qui sont concernés, en fait, simplement. Nous, on n'a pas grandi dans un milieu qui était particulièrement cinéphile, on n'a pas grandi forcément avec des références aussi j'ai très longtemps avec Ludovic, on a eu pour référence des films extrêmement grand public, souvent américains. Donc c'est un peu comme ça, nous aussi, qu'on est venu à l'envie de faire du cinéma par ces films-là qui sont très grand public, genre Retour vers le futur, Titanic, enfin, des trucs vraiment très, très grand public. Et je crois qu'on avait envie d'insuffler ça dans cette histoire. Peut-être aussi pour se dire qu'en fait on peut raconter des histoires ordinaires, des petites histoires, et leur donner tout en leur donnant un écrin de cinéma, quoi. D'ailleurs, vous dites que le public de vos films n'est pas forcément cinéphile. Il y a eu des films où vous avez utilisé je me souviens de ça, vous utilisiez des acteurs non professionnels que vous aimiez mélanger avec des acteurs professionnels. C'est le cas ici aussi. Il y a des acteurs non pro dans le. Il y en a assez peu, donc c'est vrai que c'est même pas, en fait. Il y en a peut-être quelques-uns dans la bande de jeunes de Hassine qui n'étaient pas des comédiens, mais qui ont très, très peu de textes. Je crois que cette fois, l'histoire nécessitait d'être portée par des comédiens, parce que peut-être que
il y a toute une histoire de transition, de temps qui passe, donc il y a une évolution de la façon dont les acteurs jouent aussi au fil du temps, notamment chez Paul Kircher, il a fait un gros travail là-dessus, sur le fait d'être à la fois adolescent et plus grand, donc ça nécessitait vraiment du jeu d'acteur, donc c'est vrai que ça aurait été assez impossible de le faire avec des acteurs non pro. Et en fait, je parlais de ça parce que j'étais très touché par votre façon de dire que vous preniez des non-pros et vous aviez envie que les non-pros qui sont dans vos films puissent regarder vos films avec autant de plaisir. C'était assez généreux, je trouvais, assez généreux. Les rapports de classe, c'est quelque chose qui vous parle, est-ce que vous êtes familier de cette honte de classe qu'on voit dans ce film? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a porté pour Oui, nous c'est un sujet qui nous parle même dans nos films d'avant. Je crois que c'est une question qui était toujours quelque part, qui était toujours latente dans toutes nos histoires. Par exemple, je pense à Teddy notamment, où il est aussi totalement question de complexe de classe. Je crois qu'à l'époque de Teddy, le fait de faire du genre, c'était aussi une façon peut-être aussi de... Je crois que la question sociale nous a toujours intéressés. Le fait de le faire sous la forme de film de genre, c'était une façon peut-être aussi de se décomplexer, en emmenant comme ça une touche de légèreté, c'était de pouvoir aborder des sujets durs et sérieux, mais avec un petit pas de côté qui peut-être qui nous permettait de faire les choses peut-être plus facilement et plus légèrement. Nous, c'est une question, oui. Ce qui est marrant, c'est que je pense qu'enfant, on se rend pas forcément compte de cette chose-là. Nous, peut-être qu'on s'en est rendu compte en arrivant à Paris aussi, qu'il y a du fossé qui peut nous séparer de je sais pas, de gens qui font des hautes études. En ça, peut-être qu'on ressemble plus à Steph dans le film. Et d'ailleurs, ce qu'on trouve intéressant, c'est quand même que c'est une question qui est partout dans le film. En même temps, c'est pas forcément une question que se posent directement les personnages. On trouvait intéressant que la seule personne qui a ce vrai complexe de classe et même qui en pleure, c'est Steph. Quand elle va à Paris, elle se prend un mur, et elle se rend compte qu'il y a des gens qui se préparent aux grandes écoles depuis qu'ils sont enfants, etc. Et là où les autres personnages, les garçons notamment, ne se posent pas la question, en tout cas se la posent différemment, parce que je pense que l'enjeu pour, comme tu disais Zoran, pour Anthony et Yacine, c'est plutôt de réaliser qu'ils appartiennent au même monde. Je pense qu'ils vont en même temps, ils n'ont pas de complexe de classe spécialement. Mais ce que j'aime bien dans cette idée-là, c'est aussi quand même que la question du déterminisme, c'est quelque chose qui, a priori, est très sombre ou très dur quand on le regarde d'un point de vue purement sociologique. On se dit, voilà, bon, en général, on fait la même chose sensiblement que ses parents. Je pense qu'en même temps, c'est pas quelque chose de triste uniquement. Je veux dire, c'est aussi un point de vue qui peut aussi être un peu élitiste, d'avoir l'idée que réussir sa vie, c'est forcément s'extirper de sa classe sociale, aller dans une ville, faire des études, etc. Je pense qu'on est très heureux aussi en vivant près de là où on a grandi enfin, je veux dire, la vie vaut la peine d'être vécue pour plein de raisons, quoi. Et je pense que le film, on voulait aussi qu'il y ait ce truc-là. C'est que, certes, il y a un truc effectivement de déterminisme, mais en même temps, c'est aussi ce que dit très bien Nicolas Mathieu, c'est que voilà, il y a des instants de joie dans toutes les vies, quelles qu'elles soient, et des choses plus difficiles, mais ça, c'est même pas une question de classe sociale, quoi. C'est la dernière phrase du roman de Nicolas qui exprime ce paradoxe qui est l'effroyable douceur d'appartenir. Donc il y a à la fois d'un point de vue sociologique, effectivement, on peut dire que c'est effroyable de reproduire et d'être enfermé dans une classe sociale, et en même temps, il y a quelque chose de très doux dans l'appartenance, en fait, à un endroit. Et c'est un peu aussi le dernier plan du film. On voit Anthony, en fait, qui va rester dans cette vallée où ses parents ont grandi et où il a grandi. Et on le voit en même temps sur sa moto, il a 20 ans, il est libre, et puis il épouse tous les virages. On comprend qu'il connaît la route par cœur, donc il y a quelque chose aussi de très beau aussi à la fois là-dedans, quoi. Alors il y a quand même des personnages qui... Alors j'entends ce que vous dites sur le déterminisme, qui n'est pas forcément une malédiction, mais il y a quand même le personnage de Saïd, justement. Est-ce que Saïd, vous pouvez un peu nous parler de comment vous êtes arrivé dans ce projet et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce personnage d'Assine, qui est quand même un destin assez singulier dans le film et assez dur, quand même. Bonsoir. Du coup, moi, je vais juste me permettre un truc, c'est est-ce qu'on peut les applaudir de nouveau ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'avais pas vu le film, en fait, parce qu'on l'a vu à Venise, mais il y avait tellement de pression, c'est tout un festival, il y a tellement de choses que j'ai l'impression de ne pas avoir vu le film. Je réponds pas à la question encore. Non, mais c'est pas... mais du coup, même pour rebondir sur ce que disait Zoran, ce truc de... Moi, j'avais écrit à Nicolas quand j'avais lu le livre il y a longtemps, et ce truc, l'effroyable douceur d'appartenir, ça m'avait mis une claque. Et quand je revois la dernière scène avec Gilles et Paul et tout ça, ça m'a mis une claque énorme.
Je trouve que c'est un choix de cinéma incroyable parce que ça raconte tout. Et ça raconte aussi ce truc de reproduction sociale, de déterminisme et à la fois la douceur qu'il y a là-dedans et la violence de la solitude, de la souffrance qu'on répète. Et que même Anthony, à un endroit, peut-être qu'il répète un peu aussi comme son père aussi, avec ses histoires, avec sa douleur. Donc voilà. Et vous pouvez répéter la question? Ouais, non, je parlais En fait, vous avez un peu répondu. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu politique aussi à défendre un rôle comme ça de votre part? Ah, clairement. Mais dans tous les cas, je pense que dans tout le film, moi je suis d'accord avec Ludo, mais pour moi, il y a un truc que j'aimerais dire, c'est que par rapport au déterminisme social, quand on accepte son destin, ce que font un peu Anthony et Hassine, c'est différent. Quand on le vit sous la contrainte, c'est là où c'est violent et c'est là où c'est important d'en parler. Et la portée politique de ce film, elle est à cet endroit-là, de raconter un peu aussi qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui sont un peu victimes de ça, à l'endroit où ils n'ont pas le choix de pouvoir en fait, réaliser leurs rêves ou de s'extirper un peu de leurs conditions et qui sont contraints un peu de répéter. Et la contrainte, elle est surtout invisible. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcés à quelque chose, mais tout porte à ça. Et moi, je suis juste hyper fier de raconter ça et de porter ça aussi. Et surtout à l'endroit d'Hassine aussi. Parce que, comme il disait, je pense qu'Anthony et Hassine, c'est les deux faces d'une même pièce, même si l'un est, bon, voilà, comme on disait, français de souche et l'autre enfant d'immigrés. Mais il y a deux douleurs différentes aussi et elles se recroisent et leurs destins sont un peu les mêmes aussi. Et c'est une chance pour moi de raconter ça, quoi. Et on voit le ravage du mépris, alors du mépris de classe ou du mépris tout court, sur un destin, en particulier avec le démarrage avec Hassine. Le héros de Teddy aussi était un peu comme ça. Vous aimez bien les rôles de paria, les personnages de paria. Qu'est-ce qui convoque dans votre imaginaire ces personnages? Pourquoi est-ce qu'ils vous intéressent autant, ces parias? Je pense que d'une part, déjà, je ne sais pas si c'est notre cas à nous, en tout cas, je pense que c'est peut-être aussi le cas d'autres personnes, c'est qu'on s'identifie toujours plus aux failles des personnages que si on raconte la vie de personnages pour qui tout va bien. On s'identifie tout le temps dans les failles et dans les combats que mènent les personnages, quoi. Et, je pense que c'est un truc qui nous touche, je sais pas, parce que peut-être aussi nous, on n'a pas été paria comme ça, mais on a connu une part d'exclusion. Je veux dire, on n'était pas les. On a connu le harcèlement au collège. On n'était pas du côté des gens cool, quoi. Donc c'est un truc on a connu ce truc-là école primaire, collège, peut-être un peu moins au lycée, mais c'est un truc qu'on a vécu aussi. On sait que l'exclusion, c'est un truc qu'on a connu. Je pense que nous, dans notre parcours, il y a aussi peut-être aussi une part de quelque part, même si c'est pas que ça, mais il y a une part de revanche quand même dans notre parcours aussi, je pense, dans notre. C'est ce qui nous a motivés aussi à notre envie de partir de là où on a grandi et peut-être aussi quelque part motivé par une envie peut-être de prendre notre revanche quelque part. Je crois que Hassine dans le film il est aussi très motivé par ça pour le coup. Et même son envie de business de drogue au milieu du film, on sent que c'est qu'il a une envie d'accéder à ce à quoi les autres ont droit tout simplement. Ce qui est très beau, c'est la scène avec le père d'Hassine, où il y a une espèce de compréhension de la paix des braves, si j'ose dire, hein, c'est très beau, là, le retour d'Hassine. Bah, exactement, je pense qu'il comprend à ce moment-là en fait, la violence de la vie de son père. Et aussi, c'est pour ça qu'il a toute cette violence, c'est qu'il ne veut pas subir la même chose, il ne veut pas subir le même destin, et c'est de là que naît cette violence. Et c'est pour ça que c'est important, enfin, cette scène est importante, parce que ça raconte un peu aussi tout ça. C'est que cette violence-là n'est pas elle existe et elle a une origine. Et à travers cette scène-là, on le raconte très bien. Et c'est même pour ça aussi qu'Anthony, il l'a aussi en lui, parce qu'il ne veut pas finir comme son père. Et c'est ce truc-là où quand on lutte contre le destin qui nous est un peu dicté. Et voilà. Et alors, tout à l'heure, on parlait de la forme du film, que vous vouliez ample, malgré le sujet un peu social, etc. Est-ce que vous êtes aussi autorisé à modifier un peu certains personnages, à les rendre un peu plus... je pense à Patrick, le rôle de Gilles Lelouch, qui dans le livre, je crois, était beaucoup plus dur ou beaucoup plus... Oui, il y a certaines choses qu'on a changées par rapport au livre. C'est vrai que dans le livre, Patrick, il est plus ouvertement raciste, par exemple. Et c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on voulait un peu taire. Et on a préféré essayer de le comprendre en fait, à travers
le personnage d'Anthony, quand il est face au miroir, notamment dans la séquence où il parle en faux arabe au début, donc on imagine qu'il reproduit un peu ce qu'il entend chez lui, mais on ne voulait pas le mettre ces mots-là directement dans la bouche de Gilles Lelouch. Je crois qu'il y a aussi des choses qu'on change. C'est peut-être qu'en littérature, on peut se permettre aussi beaucoup plus de liberté. Et, on peut faire rentrer des personnages sans jamais les faire sortir, etc. Je crois qu'on a vachement resserré, nous aussi, parce que le cinéma supporte mal qu'on ouvre une porte qu'on ne referme pas. Donc on a besoin d'être un peu plus direct, en fait. Et donc je pense qu'on a aussi fusionné des personnages par endroits. Je sais que notamment le personnage de Vanessa, donc, qui est la copine qu'il a en 1994, Christine Gauthier, oui. Elle est dans le livre, elle ressemble beaucoup plus à Stéphanie, c'est-à-dire qu'elle fait des études, qu'elle s'en va, elle a un peu les mêmes galères en fait que Stéphanie, et on l'a trouvée trop semblable en fait à elle, donc on l'a un peu plus ramenée dans la vallée, donc elle a un boulot plus ordinaire, etc. C'est une façon aussi de se distinguer, parce qu'encore une fois dans un film, on a besoin quand même que les gens aient des rôles bien distincts, quoi. Et puis des fois pour des questions même de charge dramatique, des fois tout bêtement, je sais que dans le bouquin, dans la troisième partie notamment, Assine a déjà une meuf, un boulot, etc. Et donc quand il va au 14 juillet, il est déjà plus installé. Et nous, par exemple, on a fait le choix de se dire qu'il habitait encore chez son père tout simplement pour charger davantage la rage qu'il peut avoir à l'égard de Patrick et tout simplement créer plus de tension cinématographique dans la séquence du 14 juillet, quoi. Oui, on a aussi accentué un peu les rendez-vous manqués. Je sais que dans le livre, je ne sais pas si on a lu le livre d'ailleurs dans la salle, mais dans la deuxième partie, en 94, quand il donne rendez-vous à Steph après la séquence du bar, donc dans le livre, normalement, ils se retrouvent en fait et ils passent tout un moment ensemble et ils vont au lac, etc. Il y a une scène d'amour qui existe là et il y a une deuxième scène d'amour après en 1996, donc au 14 juillet. Mais dans un film, si on avait mis cette scène-là en 94, la séquence du 14 juillet en 96, elle serait tombée à plat parce qu'en fait, on serait dit bon bah il a déjà eu Steph quelque part, ça s'est déjà passé entre eux et ça aurait diminué l'émotion. Donc il y a un peu des choix comme ça qu'on doit faire pour le cinéma. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? N'hésitez pas, ou des réactions. C'est toujours très précieux pour des équipes de films d'avoir le retour du public après des mois et des mois de travail. N'hésitez pas. En attendant, je voudrais juste parler, le temps que le micro arrive, des jeunes comédiens que vous avez dans le film. Alors, Angelina Vorès, on l'a vu dans Les Rascals. Louis Mémy, on l'avait reçu ici pour Borgo aussi. Il est formidable, le cousin, qui joue le cousin d'Anthony. Comment c'est des gens et puis donc on parlait de Christine Gauthier, elle est dans tous vos films. Ouais. Oui. Ouais. Comment vous les avez castés ou c'est des gens que vous aviez repérés déjà ou... On a fait des castings. On a vu beaucoup de jeunes vraiment pour chaque personnage, peut-être une quarantaine. Ce que tu as dit un peu chez Paul, ce qui nous a plu, c'est qu'il est très très différent du Anthony du livre. Paradoxalement, c'est que dans le bouquin, Anthony c'est un petit gamin trapu, bagarreur. Vraiment, c'est l'opposé de Paul. Je crois que ce qu'on a aimé chez Paul, c'est au contraire qu'il est très rêveur, qu'il a un côté un peu lunaire et très doux. Et on trouvait assez intéressant et on trouve aussi que Saïd a cette même douceur. Et on les a un petit peu choisis ensemble parce qu'on trouvait intéressant d'avoir des personnages qui s'affrontent de manière très violente et qui pourtant dégagent une certaine douceur qui fait que la violence chez eux, elle est presque mal placée. On aimait bien l'idée de se raconter que c'est vraiment une violence qu'ils reproduisent parce qu'elle est partout autour d'eux, quoi. Elle est presque, elle n'est pas inhérente à ce qu'ils sont eux. Angelina, on l'a vu aussi du coup en casting, et ce qui est marrant, c'est une des premières qu'on a vues. On a eu un coup de cœur très rapide pour elle, et ensuite on en a vu d'autres. Ce qui nous a fait trancher en sa faveur, c'est que quand on l'a vu avec Paul jouer ensemble, le rapport qu'ils avaient était immédiatement le bon, c'est-à-dire qu'elle avait un truc beaucoup plus assuré, et on savait que tout de suite, dans la relation qu'il fallait qu'ils aient à l'écran, ça allait matcher, quoi. Et ouais, les jeunes, il y a eu quand même pas mal de comment ils marchaient les uns avec les autres, et je pense que notre choix s'est fait aussi par binôme, voilà, il fallait que ça colle. Voilà. Anouk aussi, qui joue Clem, qui est super comédienne aussi. Elle, c'est pareil, c'est la première qu'on a vue. Et je crois qu'on a flashé sur sa voix. Et on en a vu... Parce qu'elle a une voix elle a une voix des années 80, moi, je trouve. Et, elle a une façon de parler, elle avait un truc vraiment... Ouais, je sais pas, un truc un peu à la Neyman dans sa voix. Et en tout cas, on en a vu pareil plusieurs autres. On n'a jamais réussi à se la sortir de la tête. Et... Après, chez Gilles, forcément, Gilles nous a proposé l'adaptation, et je crois qu'en lisant le bouquin, on a nous directement imaginé Gilles. Et ce qu'on aime dans ce qu'il nous a donné, c'est que
voilà, Gilles, c'est un acteur qui prend beaucoup de place dans le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui est très affirmé, et on trouvait très beau que le personnage de Patrick au début soit violent, soit physique, et vraiment prenne beaucoup de place, et qu'au fur et à mesure il s'efface comme ça. Et Gilles, il a réussi à faire passer beaucoup de choses en parlant quasiment pas, quoi. Dans la dernière partie, il est pratiquement tout le temps silencieux, et pourtant il raconte toute la misère de ce personnage. Et Ludivine, à contrario, a un truc au contraire très joyeux et très... je sais pas, ça nous rappelle peut-être des femmes qu'on a connues quand on était petit, peut-être notre grand-mère, qui pouvaient traverser des drames invraisemblables et tout le temps avoir une espèce de joie de vivre. Et en ça, on trouve qu'elle apporte ce petit côté à Ludivine qu'on aime bien aussi. Ouais. Il y a une question là-haut. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Il lui ramène la moto à la fin? Oui, il lui ramène sa moto, il lui laisse son message pour lui dire qu'il lui ramène. Mais ce qu'on aime bien là-dessus d'ailleurs, c'est que c'est aussi... ça correspond bien au moment de la Coupe du Monde 98 avec un peu l'idée de la France black blanc beurre. Il y a cette réconciliation qui existe entre les deux personnages. Après s'être affrontés pendant 6 ans, ils se réconcilient. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est que ça raconte une réconciliation dont on sait qu'elle est que momentanée, parce qu'on sait qu'après après la finale de la Coupe du Monde et donc la victoire de la France en 98, en 2001, il y a eu le match contre l'Algérie avec les émeutes, etc. Et puis ensuite, il y a eu Le Pen, évidemment, au second tour en 2002. Donc on aime bien cette idée que ce soit un peu une espèce d'illusion de réconciliation, puisqu'on sait que la France dans laquelle on vit aujourd'hui, malheureusement, elle est très divisée. Alors, est-ce que ça a été tourné du côté de Hayange? Ça a été tourné à Hayange, tout à fait, oui. À part le lac qui est dans les Vosges, on a un peu triché parce qu'il n'y avait pas de lac assez beau à côté d'Hayange. Une autre question? Oui. Il y a une autre question. Petite question référence, est-ce que dans la scène face au miroir avec le revolver, vous avez pensé à Taxi Driver ou c'est venu comme ça en fait Taxi quoi? Non. Oui, un petit peu forcément. Ça a été repris plein de fois, mais on n'a pas pu résister. Et il y a La Haine aussi qu'il avait déjà repris. C'est que dès qu'on a un mec qui fait un peu le caïd devant le miroir, forcément, la référence est écrasante quand même. Tout à fait, ouais. Il y a des questions en bas. Les années 90, reconstituer les années 90, ça peut être c'est casse-gueule, ça peut être un peu fétichiste. Ça l'est pas dans votre film. Comment vous avez travaillé ça? On a essayé de pas l'être trop, mais c'est vrai qu'on est toujours tenté de mettre des références parce que forcément on les aime bien. Nous, on est né en 92, mais on a quand même des souvenirs des années 90, même si c'est des souvenirs d'enfance. Mais c'est vrai que c'était une vraie question de ne pas fétichiser non plus la période. On a quand même un petit peu fait, on montre les jeux vidéo, on montre les chaussures, le Walkman. Enfin, on a quand même montré des choses parce qu'on a du mal un peu à résister. Je crois qu'on s'est quand même simplement basé sur beaucoup de photos de famille qu'on avait même nous. Et je sais que notre chef d'éco, lui, il a pris aussi pas mal de photos de famille, de gens de l'Est de la France pour reconstituer les décors, etc. Je pense que ce qu'on aime dans les années 90, c'est aussi que c'était c'est un peu la dernière génération avant Internet et les réseaux sociaux. Et vu que le film, c'est aussi un peu une romance, il y a un truc qui est favorisé par le fait que quand Steph disparaît de la vie d'Anthony, il ne peut pas continuer à la suivre le soir sur Instagram. Et du coup, ça la rend beaucoup plus mystérieuse. Et je pense que pour le romantisme, c'est pas mal. Ouais. Oui, bonsoir. Bravo pour ce film. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mention spéciale aussi pour le choix des musiques, très éclectique et très pertinent, je trouve. J'étais content aussi de revoir Louis Mémy, qu'on avait vu justement à pour Borgo. Sauf qu'il a moins l'accent corse, là. Il met son accent perdu pour le film. Voilà. Et je voulais savoir, parce que je n'ai pas lu le livre, et je trouve que dans ce film, ou dans le livre, je ne sais pas, vous allez me répondre, il y a une singularité, c'est l'absence, alors ça se passe les étés surtout, mais l'absence de tout ce qui est contrainte, je dirais, des structures comme l'école, l'éducation. On voit pas, à aucun moment il y a la police, la gendarmerie, c'est juste évoqué à un moment où ils disent on va appeler les gendarmes, mais bon, on ne voit pas, on voit nulle part les institutions auxquelles sont souvent confrontées cette population, l'administration tout simplement, etc. Donc en fait c'est voulu que dans ce milieu... entre eux, et c'est plutôt rare, je trouve, dans des films comme ça, et c'est très intéressant, je trouve. Alors je voulais savoir si dans le livre c'était pareil, c'était une volonté de l'auteur ou bon là. Il y en a peut-être un peu plus dans le livre, on voit un peu plus. Alors l'école on la voit jamais parce que ça se passe sur les étés, mais on voit quand même les études. Enfin, il raconte un peu c'est entre les périodes des étés, mais il raconte un peu les études de Steph, de Vanessa, donc qui fait plus d'études dans notre film, mais il y a un peu ça. Et Yacine va aussi, voilà, il va à la mairie parce qu'il cherche du travail. Donc il y a un peu plus d'institutions. Je crois que nous, ça vient du fait qu'on a du mal à filmer tout ça. En fait,
on a un peu une phobie de filmer déjà les centres-villages dans les films, on n'aime pas ça. Donc tout bêtement, on s'en éloigne. Et c'est peut-être que ça donne un peu un truc où à la fois on adore ancrer nos films vraiment dans la France et en même temps on essaie de cacher certaines choses qu'on ne trouve pas forcément très cinématographiques. C'est peut-être pour ça que ça y est moins. Ouais. On a du mal avec tout ce qui est mobilier urbain, où on trouve ça vraiment pas très beau à filmer. Et je crois que là, ce qu'on voulait vraiment, c'est simplifier un peu le réel, presque, c'est avoir le lac du coup qu'on allait chercher dans les Vosges, en fait, parce qu'on voulait un lac qui ressemble un peu au Canada, enfin qui est un truc un peu grandiose comme ça, vu que le film s'ouvrait dessus et que c'était un peu l'endroit de l'enfance. Et on voulait mettre ce lac à côté d'une ville industrielle, mais qu'on fait jouer surtout avec les hauts fourneaux éteints en fond. Et voilà, c'est un truc d'esthétique, je crois, avant tout. Et les hauts fourneaux, on les voit très peu d'ailleurs. C'est vraiment quelques images. Oui, mais c'est vrai que c'est très central. Dans le livre, c'est plus présent, c'est avec cette histoire de fin d'un monde. Et d'ailleurs, on s'est posé la question comment on ferait pour traiter tout cet aspect sociologique du livre, qui est quand même très, très important. Et nous, on a un peu tablé sur l'idée de simplement de faire exister cette usine comme éteinte, en fait, en fond, comme un fantôme un peu. Et peut-être aussi d'en faire un lieu qui est devenu tout sauf une usine. C'est le lieu où les personnages se donnent rendez-vous. C'est le lieu où Hassine ici son manche de pioche et quand il rentre du Maroc. Et on voit qu'il y a la nature un peu qui a repris ses droits. Donc c'était une façon de raconter que voilà la fin de ce monde, mais sans forcément se confronter directement à la problématique de la fermeture de l'usine, etc. Oui. Bonsoir, merci. Merci beaucoup pour ce moment qui était vraiment magnifique. Merci, c'était très très beau. Moi, j'ai lu le livre et j'ai eu un plaisir supplémentaire parce que c'est vrai que quand on voit une œuvre littéraire traduite à l'écran, parfois ça peut être un peu décevant. Là, c'est absolument pas le cas. J'ai eu vraiment un très très bon moment et je vous remercie beaucoup. Après, j'ai une petite question, mais vous venez juste de l'évoquer un petit peu. C'est le fait que l'usine, elle est un vrai personnage dans le film, elle est présente dans tous les étés, bien sûr. Et en particulier, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que le personnage de Patrick et du papa de Hassine, en fait, ils avaient un destin commun parce qu'ils avaient tous les deux travaillé ensemble. Et voilà, peut-être que vous avez fait le choix de ne pas trop parler de ça dans le film, mais voilà, je voulais vous dire que c'était quelque chose pour moi aussi qui était très important dans cette histoire. Merci. Déjà merci, parce que même en tant que lecteur, nous-mêmes, on sait très bien que voir un film d'un livre qu'on a aimé, ça peut toujours être décevant, et on savait qu'il y avait ce truc-là. Et ce que vous dites sur les pères, oui, nous, c'est même ce qu'on trouve central dans cette histoire, c'est qu'on a la génération de Patrick et Malek, c'est une génération qui était unie par l'usine, et même par peut-être les combats des ouvriers, enfin tout ce que la classe ouvrière en fait impliquait. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle le film est dans les années 90, au-delà de l'aspect esthétique, c'est surtout qu'on est face à la première génération qui n'a pas l'usine comme objectif de vie et qui n'a pas l'usine pour les rassembler en fait. On est face à Anthony et Hassine qui se retrouvent à être séparés justement parce qu'on imagine qu'ils auraient vécu 15 ans plus tôt, ils auraient peut-être bossé tous les deux à l'usine, ils se seraient fréquentés, etc. Et là, on a une génération qui se retrouve, où l'ex-classe ouvrière, du coup, se retrouve scindée en deux entre, comme tu disais, Saïd, tout à l'heure, entre descendants d'immigrés et descendants de Français de souche, entre gros guillemets, parce qu'en fait, parce qu'il n'y a pas l'usine pour les réunir. Voilà, et c'est un peu c'est les débuts de la France qu'on connaît aujourd'hui, voilà, où peut-être la gauche ayant abandonné aussi la lutte des classes, on se retrouve avec une même classe sociale en fait qui se fait la guerre et qui se déteste, alors qu'en fait ils appartiennent à un monde qui est le même. Ils auraient peut-être tout intérêt à combattre ensemble plutôt qu'à s'opposer, quoi. Oui, bonsoir. Deux questions. Comment avez-vous fait pour avoir la compagnie Warner comme production de ce film? Ça paraît un peu contradictoire avec le caractère social. Et deuxième question, est-ce que vous avez pensé à changer le titre par rapport au livre, ou est-ce que c'était une obligation de le garder? Pour le titre, oui, on n'a jamais même songé à le changer. C'est un très beau titre, ça raconte tout. Et puis en plus, il y a le roman derrière, et c'est important pour le coup comme point de repère, ne serait-ce que pour ça, pour les gens. Et pour Warner Bros, c'est nos producteurs en fait qui trouvent les partenaires avec qui travailler. Et je pense que le projet a simplement plu à Warner, ils ont aimé le scénario et ils nous ont suivis dessus simplement. Oui.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'on n'a jamais été, enfin, on n'a pas été moins libre que sur nos films d'avant. Et c'est que c'est un truc au début, avant de commencer le tournage et même l'écriture, on pouvait se dire est-ce que vraiment sur un projet comme ça, on va pouvoir être aussi libre que sur un film plus modeste. Et nous, au contraire, on s'est senti d'une part très bien accompagnés et surtout on a été libre du début à la fin du début de l'écriture à la fin du montage, en ayant évidemment des discussions avec les producteurs qui, par ailleurs, sont très très bons conseils. Mais non, vraiment, on s'est senti vraiment absolument libre. Je crois que c'était une très très bonne expérience pour nous, quoi. Moi, j'ai une question pour Hassine. Pour Hassine, pardon, Saïd. Vous avez une carrière déjà. Enfin, vous avez travaillé pour une série qui s'appelle Ousekine, qui a été une vraie réussite. On va vous voir bientôt dans La Pampa, dans un rôle important, un film qui était au Festival de Cannes également. Donc vous avez une expérience du jeu d'acteur. Enfin, moi je connais ces deux projets évidemment puisqu'ils sont arrivés jusque sur les écrans. Quels sont les directeurs quels directeurs d'acteurs sont Ludovic et Zoran par rapport à ce que vous avez déjà pu connaître? Parce que on voit que c'est du cinéma très découpé, enfin très 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 pensé, très. Comment ça se passe en tant que comédien? Les textes sont précis, il ne faut pas bouger du texte ou... Non, ce qui est intéressant avec ces deux, c'est que même en re-regardant, je me rends compte à quel point ils sont passionnés, parce que même quand ils racontent qu'ils ont écrit un scénario à 16 ans et qu'ils veulent faire ça depuis qu'ils sont tout petits, je partage ça un peu avec eux, pour moi dans l'acting. Mais c'est intéressant parce que dans l'image, dans ce qu'ils veulent, ils savent exactement. Et en tant qu'acteur, c'est ça le plus important, parce qu'on est, je dirais pas une marionnette, mais en réalité, c'est eux les capitaines du bateau, donc il faut qu'ils sachent exactement où aller. Et ça, c'était intéressant, c'est-à-dire que dans le scénario, ils l'avaient, sur le plateau, ils l'avaient, avec leur storyboard, ils dessinaient chaque soir, chaque matin, ils parlent tous les deux H24, sans arrêt. Et donc ça, c'est, je pense, la plus grande chance qu'on a en tant qu'acteur, c'est d'avoir des gars qui savent où aller. Après 2-3 fois, ils s'embrouillaient sur le plateau tous les deux. Ça arrivait 2-3 fois où l'un me disait non, fais ça, l'autre il disait non, fais ça. Passe par là. Mais sinon, quand tu as des réals précis, c'est juste plus que bénéfique et plaisant parce que tu as juste à être, à faire ton travail et à suivre en fait les directives. Et ça, c'était trop bien. Voilà. Après, c'est des grosses merdes. Il y a une question, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nouveau pour ce film parce que je l'ai vu le mois dernier au FIFIB et d'habitude je reviens pas voir les films et cette fois-ci j'ai senti que j'avais besoin de le revoir pour l'intégrer une nouvelle fois et je me suis fait cueillir encore une fois, donc merci beaucoup. On vient de me voler ma question, donc je vais en trouver une autre. La musique qui est omniprésente dans le film est évidemment un des éléments qui fait que ça va être fédérateur et que les gens vont s'y retrouver, que ça va toucher, comme vous disiez, une population qui n'est pas forcément extrêmement cinéphile. Et je me demandais si c'était déjà un élément qui était présent dans le livre, parce qu'il y a certains livres dans lesquels on cite beaucoup de chansons, et est-ce que vous avez repris ces chansons-là ? Je ne sais pas s'il y en a autant dans le livre, mais c'est un élément central parce que le livre est structuré avec les mêmes 4 chapitres, donc les 4 étés 92, 14, 16 et 18. Et chaque titre, chaque chapitre en fait, est accompagné du titre d'une chanson. Donc le 92 c'est Smells Like Teen Spirit, ensuite il y a une chanson de The Guns, ensuite il y a le NTM et I Will Survive. Donc oui, c'était déjà un livre qui était très musical, donc nous on savait que ça serait un film musical. Je ne sais pas s'il y a des références qui ne sont pas dans le livre. Je pense au Francis Cabrel, au 14 juillet. Nous qui sommes Lot-et-Garonnais, forcément, on avait envie un peu de mettre une petite touche de Lot-et-Garonne là-dedans, dans cette histoire. Et il y a aussi des musiques qui sont simplement les nôtres. En fait, le Iron Maiden, pareil au début, je crois que c'est le premier groupe duquel on a été fan quand on était très petit, genre 8 ou 9 ans. Mais en tout cas, c'est vrai que nous on est venu à l'envie d'écrire des films par la musique en fait, parce qu'on allait simplement au lycée en bus et qu'on écoutait la musique et qu'en écoutant la musique, on a eu l'idée d'écrire des histoires. Donc c'est vrai qu'on a toujours nous attaché les histoires qu'on écrivait à la musique. Donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel
on est vraiment attaché, et je pense que c'est la première fois qu'on a pu vraiment le réaliser grâce aussi à la production à cette échelle-là. Mais on savait que ce serait musical, oui. Puis c'est aussi la musique des personnages qu'on trouvait marrant d'avoir à la fois des références de variétés françaises qui correspondent à la musique des adultes, mais aussi des musiques très américaines. Parce que nous, c'est pareil, on a grandi du coup à la campagne dans le Lot-et-Garonne, et notre imaginaire était plein de musique et de films américains, et on trouve qu'il y a un petit choc qui se passe à cet endroit qu'on aime bien. Voilà, une toute dernière question, remarque. Je rejoins l'avis de madame, la bande originale est formidable. Paul Kircher m'a fait penser à Denis Lavant. Voilà, un petit peu dans cette ère, ce que vous avez dit, cette ère lunaire. Je n'ai pas tellement aimé le roman et j'ai adoré le film, ce qui est très rare. C'est quand même assez rare. Mais vraiment, c'est parfait. J'avais pas vraiment de questions. Et puis, félicitations à ce jeune acteur que je découvre. Et je pense que, comme Paul, il aura un bel avenir. Hein. Vous l'avez très, très bien filmé. Il est très, très bon et vous l'avez très, très bien filmé. Bravo, hein. Bravo. Merci. Bravo, c'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci.